J'ai investi plus de 3500 € sur ce mois de juillet. Je vais te présenter mes investissements du mois directement. Il y a eu beaucoup d'opportunités, surtout en Europe, qui se sont présentées à nous avec les résultats d'entreprises. On va décrypter tout ça ensemble et je vais t'expliquer les raisons de pourquoi j'ai investi sur ces entreprises et pourquoi à ce prix-là. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais me présenter rapidement. Moi, je vulgarise l'investissement pour que tu comprennes dans quoi tu investis et pourquoi tu investis. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas non plus à lâcher un like et à commenter tes achats que tu as eu, que ce soit sur PEA ou sur CTO. Cette première action, c'est ASML. Alors pourquoi ASML? C'est la question à laquelle je vais te répondre avec plusieurs facteurs. Déjà, tu peux constater que j'ai 3 positions à un prix moyen de 645 €, donc ce qui équivaut à peu près 2000 € d'investissement. Actuellement, je suis en moins-value sur ce titre, ça c'est clair et net, mais je ne me fais pas de soucis sur le long terme. Il faut accepter parfois de perdre de l'argent sur du court terme pour en gagner à long terme. Et voilà pourquoi j'ai investi sur ASML. Tout simplement, je descends ma petite souris, comme tu constates, et oh, une rentabilité de fou furieux, une marge opérationnelle à 30%, une marge nette à 27%, des retours sur capitaux propres très élevés, et surtout une croissance du chiffre d'affaires qui a fait rêver jusque-là et qui a une guidance 2030 d'encore un potentiel de quasiment fois 1,7. Donc, franchement, je me fais pas beaucoup d'inquiétude pour les guidances 2026 qui ont fait que le titre, comme tu constates, hop, est tombé. Le titre est tombé. Là, on est en graphique daily. Et j'ai investi au moment des résultats, au niveau de cette bougie-là qui perd 11%. J'ai investi quasiment tout en bas puisque j'ai acheté du ASML à 634 €. Voilà, j'ai investi ici. Depuis, on s'est recassé la binette avec plus de tarifs sur l'Europe. Mais je ne me fais pas de soucis au niveau d'ASML. Par contre, si on va toucher ce petit support en dessous de 550 €, là je vais vider la tirelire et je vais remettre des sous qui sont sur les livrets qui ne valent plus rien à mes livrets de toute façon. Et j'ai suffisamment de sécurité pour dormir sur mes deux oreilles tranquillement. Le risque long terme que j'estime sur ASML reste modéré. C'est un risque que j'estime à 4 sur 10. 10 étant une action très spéculative, 1 étant une action extrêmement stable. On passe sans plus tarder à la deuxième action, qui est nul autre que Impost. Et pour Impost, ça sert à rien de prendre Money parce qu'il n'y a pas assez de données. On va se rendre directement sur Zone Bourse. Comme tu constates, on a une prévision de chiffre d'affaires pour 2025 qui est de 30%, mais il n'y a pas que le chiffre d'affaires. Et dans les années à venir, il y a aussi le résultat net qui va vraiment être boosté par des CAPEX qui ont été très hauts, CAPEX qui sont ici et qui continueront d'être assez hauts pour cette année 2025 et qui ensuite vont se stabiliser. Comme tu constates, on a perdu beaucoup de terrain sur Impost, on a perdu 25% depuis le 1er janvier. Je te rassure, je ne suis pas rentré au top. J'ai rajouté 15 actions à un prix moyen de 13,35. Donc tu vois qu'on a perdu 1 € depuis. Et 1 €, ça équivaut à quasiment 10% à ce prix-là. Mais pareil, je ne suis pas tracassé sur Impost. J'ai actuellement 65 positions avec un PRU de 13,7. Et franchement, je ne me fais aucun souci pour le futur. Même si ça reste quand même une action un petit peu plus risquée qu'ASML, puisque là, on mise sur un secteur qui est assez porteur, avec un secteur des lockers, donc des casiers dans lesquels les livreurs vont livrer les colis. Et donc sur Impost, qu'est-ce qui nous intéresse? Plusieurs choses. La première, c'est la marge nette qui est en hausse. La deuxième, la marge opérationnelle qui est en hausse également. La troisième, les retours sur l'investissement qui sont quand même assez hauts, même si on baisse et c'est normal. Et on a surtout des chiffres par action qui deviennent très intéressants au niveau du bénéfice net par action, mais également au niveau du flux de trésorerie, alors qu'on investit toujours massivement. Il y a un petit point quand même à prendre en compte, c'est l'endettement qui est assez élevé, mais qui sera en baisse dans les prochaines années avec moins d'investissement, puisque le plus gros est passé. Donc, j'attends les résultats avec impatience le 5 septembre. Je ne renflouerai pas plus Impost pour l'instant, mais ça reste une entreprise dans laquelle je crois. Pour moi, le risque long terme, c'est un 7 sur 10. Ça reste quand même un risque assez élevé. On est sur une small cap, une capitalisation d'à peu près 7 milliards, il me semble, un petit peu moins, 6 milliards peut-être. Et forcément, on prend un petit peu plus de risque sur ASML, qui est une capitalisation de 250 milliards. Bref, j'ai une grosse conviction sur cette entreprise et une grosse conviction sur ce secteur qui, pour moi, va continuer de performer dans les années à venir et notamment grâce à Impost que j'ai pas mal vu quand j'ai voyagé en Écosse. On passe directement à la prochaine action et celle-là, elle va vous faire plaisir. Juste, je vous montre graphiquement un petit peu ce que ça donne sur Impost. On arrive sur un support long terme, qui a réagi à plusieurs reprises ici en avril avec les droits de douane, une deuxième fois ici en janvier, qui nous avait servi de résistance en septembre 2023 et qui avait servi aussi lors de la grande chute suite à l'introduction d'Impost. Comme tu constates, ce support a toujours réagi et j'ai assez confiance pour qu'on reparte à la hausse par la suite pour viser un cours de 15 avant la fin de l'année. Ça me ferait extrêmement plaisir. On passe sur la prochaine action.
Pareil, pas la peine de sortir un morning, il n'y a pas assez de données sur STIF. Mais graphiquement, comme tu constates, on a eu un énorme marteau sur STIF. Et ça, c'est une bougie méga haussière. En réalité, c'est pas du tout ce qu'on pense être. Et ce marteau-là, j'ai acheté quasiment tout en bas puisque j'ai acheté à 68,4, voilà, ici, quasiment tout en bas de ce marteau. Et j'ai acheté 10 actions en plus de STIF, ce qui me fait un total de 49 actions avec un PRU de 38. 38, je vous rappelle ma plus-value. Hop, voilà, ça fait jamais de mal. Hop, on prend 38, voilà, j'ai une plus-value qui est toujours de 100%, malgré que j'ai renfloué les caisses sur STIF en rajoutant 10 actions. Pourquoi j'ai investi sur STIF? Tout simplement parce que le secteur des BESS est extrêmement porteur. Les BESS, c'est quoi? C'est les batteries énergie storage system. C'est utilisé par énormément de grands noms de l'industrie et STIF produit des matériels anti-explosion pour ce secteur-là et a en plus acquis il y a peu Stuvex, une société belge qui a 13 millions de chiffres d'affaires dans cette branche-là également et qui est largement rentable comme toute l'activité de STIF. On a une croissance à 2 chiffres, de bons chiffres même, on est quasiment à 30% de croissance, que ce soit sur le bénéfice que sur le chiffre d'affaires également. Et les investisseurs en ont attendu un petit peu trop de cette entreprise. Voilà pourquoi on a pris un moins 13% en daily. Si on passe en daily, regardez. Hop. En daily, on dézoome un peu. Voilà, elle est là notre bougie. On avait pris un moins 13 à l'ouverture. Et on a tous acheté dans le Discord, je ne vais pas vous mentir. Il y a un beau screen qui a été pris. Et ça a bien remonté depuis, même si en fin de semaine, on s'est recassé la bistouquette comme d'habitude. Sur STIF, pour moi, on est sur quand même quelque chose qui est assez élevé comme investissement, assez risqué pardon, comme investissement. On reste sur une capitalisation de 400 millions d'euros. J'estime le risque un tout petit peu moins haut que sur Impost, puisque l'entreprise a déjà bien démarré. Et j'estime le risque à 6 sur 10 pour les années à venir. Je vous avoue que si STIF dépasse les 200 euros, je commencerai à me poser des questions sur peut-être garder un petit peu de plus-value et réduire un petit peu cette ligne, notamment au niveau de la pondération de mon portefeuille, parce qu'elle représente quasi 20% de mon portefeuille actuellement, avec une plus-value de 100% forcément. Quand tu investis un petit peu, ça envoie vite. On passe à l'action suivante. L'action suivante, c'est tout simplement Interparfums. Interparfums qui, comme tu constates, augmente son dividende en moyenne de 20% par an. Ça m'importe énormément dans mes investissements en réalité parce que j'essaie de créer un patrimoine long terme qui me reverse une certaine rente, même si c'est peut-être pas la meilleure entreprise à dividende. On a une croissance constante dans un secteur en difficulté, mais une bonne résilience de la part d'Interparfums. C'est une petite ligne entre guillemets de mon portefeuille avec seulement 20 actions, ce qui représente environ 700 euros, donc environ 4,5% de mon portefeuille, peut-être un peu plus. On a des bonnes marges, 14%, des marges opérationnelles à 20%, des retours sur capitaux propres assez stables autour de 20% également. On a des résultats qui ne sont pas mauvais pour l'année 2025, toujours en positif, alors que pour d'autres tels que LVMH, ça galère dans le même secteur du luxe. Et clairement, sur Interparfums, on avait eu une baisse le jour où j'ai investi. Est-ce qu'on est en daily? Oui, on est en daily. On avait une baisse de quasi 8%, voilà, 8,90 et j'ai investi quasiment au plus bas puisque j'ai acheté du Interparfum à 32,16. Donc voilà, on en était à ce point-là. 32,16, j'ai acheté du Interparfum. En tout cas, mon ordre est passé à 32,16 puisque je l'avais mis beaucoup plus haut à la base, mais il a mis du temps à passer. Et j'attends sur Interparfum un retour vers les 35 avant la fin de l'année, peut-être aller casser cette moyenne mobile et réintégrer un range long terme qu'on a eu qui a été un petit peu brisé par le split qu'il y a eu récemment. On s'y est redirigé, on était remonté à 35 sur Interparfum, on s'y est redirigé et là avec ce split on s'est fait un peu dégommer. Mais pourquoi pas retourner sur les 35 d'ici la fin de l'année, même si je pense que le mois d'août va être encore un petit peu compliqué pour tout ce qui est de l'Europe. On a quand même une bonne résilience sur cette action et ça me fait plaisir. La prochaine action, on y passe tout de suite et celle-là, j'ai beaucoup moins de doutes. Juste avant, le risque sur Interparfums est pour moi modéré avec une croissance assez lente mais assez clean de 7 à 8% par an. On est sur une bonne entreprise bien résiliente et pour moi, c'est un risque modéré de 4 sur 10 comme un petit peu ASML. Sur la prochaine, vous allez voir qu'on est sur une vraie entreprise de qualité. On est sur Ferrari. Ferrari qui a une très grosse capitalisation pour l'Europe quand même. On a 84 milliards d'euros d'encours. On a une croissance des dividendes sur 5 ans de 20%. Malheureusement, on est en Italie, donc on prend double taxe sur le PEA. Ça fait un peu chier. Quitte à prendre du Ferrari, autant le prendre sur CTO. Hein. Au pire, on sera imposé sur les dividendes. C'est pas très grave. De toute façon, pour le peu de dividendes qu'on touche, voilà, 2,44 € par action. En réalité, moi, je vous le dis, j'avais touché 1,78 €. Comme tu constates, j'ai 3 positions sur Ferrari. Donc ça représente quand même un petit peu pour mon portefeuille. On est quasi à 10% du portefeuille ici avec 1200 € d'encours, un petit peu moins maintenant, 1100 €. On a en moins-value pour l'instant, mais on a un prix moyen de 409 et tu vas voir par rapport au graphique, c'est très intéressant.
Ferrari, ça marche pas mal, ça marche à 28% en OP, ça marche à 22% en net, et surtout il y a des retours sur capitaux propres de 43%, donc ce qui est assez solide. On a un free cash flow qui est assez bas, et on a surtout une croissance du chiffre d'affaires qui est clean, qui a fait x2 en 10 ans, et qui refera sûrement x2 dans les 10 prochaines années, et des bénéfices par action et des flux de trésorerie par action qui sont assez élevés également. On va vers le haut, on a toujours eu des ratios d'historique de valorisation assez hauts, avec un PER qui a touché les plus bas à 39 en 2022, à 39 en 2018, et actuellement, au cours actuel, on est à 42, donc on est quasiment sur les plus bas du PER, et comme tu constates, graphiquement, en fait, Ferrari, c'est super facile à identifier depuis un an. Ce qui se passe sur Ferrari, c'est qu'on a un gros support majeur à 370 qui nous a servi de rebond la semaine précédente, jeudi et vendredi. Personnellement, j'ai acheté à 399, donc juste sous ce support-là, avec un ordre qui était passé déjà, ne t'inquiète pas. J'ai acheté en 2 temps même avec la chute, je ne pensais pas que ça chuterait autant avec de si bons résultats, parce que Ferrari a quand même posté des bons résultats et a relevé ses objectifs de cours pour 2025, pas ses objectifs de cours, mais ses objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices pour la fin de l'année, en se disant moins affecté par les droits de douane qu'attendu. Donc c'était une très bonne nouvelle, et pourtant, hop, moins 14% sur la semaine, ça fait très mal, mais pour moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on remonte aux 400 dans le mois d'août ou le mois de septembre au pire, et qu'on aille retoucher les 450 avant la fin de l'année. Vraiment, Ferrari, c'est une très bonne action long terme, et c'est une très bonne action sur laquelle j'ai envie de mettre des pépettes, j'ai envie de mettre beaucoup de sous. Avec une belle croissance comme ça, des beaux dividendes, toujours un carnet de commandes qui est rempli à ras-bord et on refuse même des clients, je ne vois pas ce qui pourrait arriver à Ferrari. Bref, moins 15% suite à des bons résultats, c'est une aubaine pour entrer sur une action aussi basse. Je suis dans l'hésitation de remettre une ligne à 370, mais ce ne serait pas sérieux de ma part. Pour la dernière, pas besoin de vous la présenter tant que ça, cette entreprise, Cette entreprise, c'est Visa. Visa qui est le géant mondial du paiement et qui a perdu un petit peu de sa belle. Et pendant la première chute à ce niveau-là, j'ai investi à 346 $. Donc sur Visa, j'ai placé mes pépettes un peu plus tôt. C'était plutôt dans le mois, c'était là. À ce niveau-là, quand on a eu une chute suite à l'annonce des potentiels stablecoins des entreprises américaines qui ne verront sûrement pas le jour, en tout cas pas sous le nom des entreprises. Donc, à ce niveau-là, j'avais investi également en juin sur Visa. C'est ma deuxième action que j'achète sur Visa. J'ai une position de 2 actions. C'est assez faible, on est d'accord. Mais j'ai des grosses convictions dans cette entreprise qui, pour moi, va aller rechercher ses plus hauts dans les plus brefs délais avant peut-être la fin de l'année, même si on va avoir un mois d'août un peu compliqué. J'attends de voir la réaction face à cette zone support qui a tenu de nombreuses reprises, comme tu peux constater ici. Bref, il y a plein de bougies qui vont dedans et tu constates que ça a toujours été résilient en 2025. Si on retourne autour des 300 $, là je n'hésiterai pas et je reprendrai une ou deux positions Visa, même si je n'aimerais pas que ce soit la plus grosse ligne de mon compte titre ordinaire, ce qui est le cas actuellement puisque ce compte titre est assez récent. Si tu aimes ce format, n'hésite pas à me le faire savoir par un like, par un commentaire, par un partage, et n'hésite pas à commenter toi tes achats de juillet. Et je te laisse ici, et la semaine prochaine on se fera l'analyse d'une action que tu m'as beaucoup demandé, Novo Nordisk. Laisse ton like, abonne-toi et à la prochaine.